Allez-y Patrick, la diffusion a commencé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux, au nom de l'équipe d'Ecolearn et de notre invité aujourd'hui, Sylvain Guyoton, vice-président d'Ecovadis. Nous sommes très heureux de participer ensemble à cette réflexion, à cette actualité sur l'économie durable et responsable concernant les entreprises en ce mois d'octobre. C'est le but de l'exercice, de faire ensemble un partage de l'actualité qui concerne un peu toute cette dynamique actuellement autour de ces sujets. Dynamique qui est évidemment très envahissante et très compliquée un peu à décoder pour savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui va entraîner des conséquences pour vos entreprises ou ce qui est plus anecdotique. Et donc, le but de notre webinaire d'actualité mensuel est de faire un peu cette synthèse et ce tri entre les différentes tendances, de voir les acteurs qui émergent et de voir les initiatives qui auront des conséquences, en mettant le focus à chaque fois sur un rapport, une étude, un point qui nous a paru donner une vision, un panorama de la situation la plus large possible sur un grand sujet. Et cette fois-ci, nous avons demandé à Ecovadis, qui fait chaque année un point à travers ces mesures de la chaîne de valeur, sur la progression du contexte mondial, de nous éclairer sur les tendances récentes en 2020 versus les évolutions passées. Alors, mesdames, messieurs, donc je vais rentrer un peu dans l'analyse de l'actualité des dernières semaines. Vous allez voir dans le slide là, qui va arriver, nous avons évidemment aujourd'hui un télescopage total, évidemment, entre les questions de développement durable, environnemental, les questions sociales, et puis cette crise sanitaire qui occupe le monde et qui va l'occuper probablement pendant encore pas mal de mois. Euh, on, la question que chacun s'est posée, c'est est-ce que le phénomène sanitaire recouvre les autres? Est-ce qu'il va occuper tout le reste? Ou est-ce que tout ça va s'articuler? Clairement, on le voit bien, c'est très important pour les entreprises qui sont sur le feu aujourd'hui. Ceci attise évidemment les tensions entre enjeux écologiques et enjeux économiques, puisqu'on a une dépression dans pas mal de secteurs, on est rentré dans une économie assistée pour beaucoup d'autres. Et donc, est-ce qu'on peut, à la même vitesse qu'avant ou à la vitesse réclamée par certains, accélérer dans la transition écologique sans faire des effets très négatifs en matière sociale, bien sûr, et en matière économique. Et donc, c'est cette tension-là qui est au cœur un peu de la problématique des entreprises. Est-ce qu'il faut accélérer, agir sur le frein? Voilà, ce réglage est évidemment au cœur des choses et on va essayer de décoder dans ce qui se passe aujourd'hui les tendances. Je crois qu'elles sont assez lisibles de part et d'autre. On voit un maintien des positions écologiques qui se radicalisent chez tous les acteurs qui portent ces questions-là. Je prendrai un peu quelques exemples, notamment le débat français sur les néonicotinoïdes qui a été très emblématique en l'affaire, mais je prendrai l'exemple aussi d'un Total qui, encore ce matin, le président, dans la presse, montrait un peu le changement de culture de son groupe. Eh bien, on voit quand même que les tendances restent fortes, les convictions restent fortes chez les acteurs. Deux, c'est plus compliqué de faire des changements technologiques dans ce contexte, évidemment, pour l'automobile, pour la construction. On le voit avec le débat sur la 5G dans les télécoms. Et puis, certains acteurs d'entreprise sont pris de court et sont obligés de tirer un peu la sonnette et l'alerte en disant, mais regardez, vous mettez en cause à travers ces évolutions mon rôle d'employeur. Et là, alors c'est vrai avec le débat, on le voit un peu sur la publicité aujourd'hui. Et là, attention à ce que vous faites. Donc, on a un réglage qui est très très délicat. Pour autant, l'opinion générale, les sondages nous le disent, les enquêtes nous le démontrent, le contexte général de l'opinion est de considérer que tout ça est important et qu'il faut concilier tout ça et qu'il ne faut pas abandonner une tendance au profit de l'autre. Je crois que c'est assez caractéristique de nos démocraties avancées. La santé est essentielle, prioritaire même, on la privilégie, mais
Les sujets de moyen terme, les sujets environnementaux comptent. Les sujets d'emploi sont évidemment aussi importants. Et c'est là aussi cette question un peu de la raison, du calcul, de l'arbitrage, de l'équilibre, qui dicte un peu les décisions des uns et des autres dans une psychologie collective qui est évidemment dominée par l'instinct de survie, de sécurité. Alors, je reviens sur les points importants de l'actualité. C'est en premier la pression des États qui est incroyablement forte aujourd'hui sur l'enjeu climat, vous le savez, et quelques faits et arguments méritent d'être rappelés. Un, aux Nations Unies, la Chine vient d'indiquer, c'est une information tout à fait considérable, qu'elle renforçait sa démarche vers la neutralité carbone et elle se donne 2060, mais d'ici là, des progrès qu'elle avait déjà annoncés, le haut de la courbe, comme elle dit, en 2030. La fameuse Alliance des villes du monde aussi a manifesté pas mal d'initiatives et ce rassemblement, 10C40, a pris des positions sur l'écologisation de toutes les infrastructures et de l'urbanisme. Alors, le point important que vous avez à l'esprit, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est très engagée. Hier a eu lieu le vote au Parlement sur la réduction, l'engagement de réduction dans le cadre du Green Deal qui a été voté à l'horizon 2030 à moins 60%. Le fera-t-on, le pourra-t-on? Il n'empêche que c'est l'objectif, avec un accent extrêmement fort sur les énergies renouvelables. Et vous le savez, le plan batterie, le plan hydrogène. On retrouvera du reste les initiatives de l'Europe partout et c'est là un phénomène nouveau depuis un an, cette accélération européenne. À suivre le rapport très attendu, le rapport annuel de l'Agence internationale de l'environnement, qui à nouveau se plaint que la mutation des mix énergétiques ne va pas assez vite et qu'on investit encore trop dans les énergies classiques. Vous avez vu que la Californie a interdit, s'est fixé 2035, pas si loin, pour l'interdiction des voitures thermiques. Et s'agissant de la France, deux choses importantes. Donc, dans le plan de relance, près de la moitié est consacrée aux investissements verts. Et le Haut Conseil pour le climat a tiré la sonnette d'alarme cette semaine sur les importations de CO2 qui sont dans notre économie et en disant, attention, sur nos 450 millions de tonnes de CO2 émis en France, eh bien, il faut rajouter 60%, un peu plus, qui devraient être comptabilisés du fait des importations. Voilà le paysage et c'est là une tendance extrêmement lourde. Alors, sur le point un peu saillant, je trouve, de cette actualité, qui me frappe, c'est le fait qu'il y a probablement aujourd'hui un basculement intellectuel, culturel dans le secteur oil and gas. Pas la peine de dire l'importance de ce secteur. Et c'est sûr que la sortie du Dow Jones Texon au profit de Next Era Energy, qui est une société d'énergie renouvelable, est extrêmement symbolique. BP a développé des discours sur lesquels les uns et les autres sont plus ou moins d'accord, mais enfin, pour dire ce fameux peak oil, hein, à partir de quand on décline, eh bien, il a eu lieu, il a eu lieu. Bon. Et chez nous, Total a fait des annonces, a pris des décisions tout à fait significatives. Un engagement sur la biodiversité récemment, mais aussi l'annonce de la baisse de sa production de pétrole à partir de 2030. Donc, l'inflexion s'accélère. Et c'est assez important à noter sous la pression des investisseurs qui sont là en train d'attendre les comportements et de suivre très étroitement les comportements de Total. Toujours les investisseurs, évidemment, on le voit dans les pressions qu'ils exercent aussi sur d'autres groupes, qui ont amené du reste NJ à accélérer dans ses choix récemment, demandent à lire des comportements de mix énergétique très forts, très différents, et à se transformer. On notera une initiative de Trafigura, qui est un des grands traders mondiaux, qui a dit, et on ne se l'attendait pas dans l'univers des traders, attention, la taxe bas carbone, il faut la mettre, nous,
considère qu'il faut la coller à 300 euros, 300 dollars la tonne, bon, et qui a dit, bah, maintenant, on va aller, nous, dans le trading des ENR et plus seulement du pétrole. Je peux vous dire que culturellement, dans ce secteur, c'est une vraie transformation. Du coup, on sent que les exclusions de la part des investisseurs, qu'on voit dans les labels aujourd'hui ISR, exercent son influence. Donc là, on a un phénomène très saillant aujourd'hui sur ce secteur. Alors, troisième point aujourd'hui, c'est toujours dans l'univers de l'investissement, qui reste le moteur de la transformation en ce moment avec les États dont j'ai parlé, on sent aujourd'hui des démarches qui se précisent. Les green bonds ont fait un saut. Honnêtement, le plus gros green bond jamais fait, c'est EDF qui l'a réussi il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, un mois, à hauteur de 2,4 milliards. On est à 30 milliards sur les obligues donc, faites en green bonds depuis le début de l'année, c'est considérable. Un rapport très important du parlementaire français Holroyd a mis l'accent sur la nécessité d'aller au-delà des green bonds vers les fonds de transition, c'est-à-dire ne soutenez pas seulement des démarches qui affichent des progrès, mais aidez ceux qui veulent aller vers des progrès en les finançant. Ceci s'inscrit dans un contexte de guerre normative qui là aussi est vif. Comment la transformation des reporting doit se faire? Vous avez eu Davos avec les Big Four qui a publié sa contribution. On a un rapport de l'OCDE sur la remise en cause un peu de l'ESG qui est trouvé trop confus par cette organisation et qui mérite d'être retravaillé, dit l'OCDE. Et puis, une demande très forte de l'autorité de régulation des marchés financiers européenne, l'ESMA, sur la réforme en cours à Bruxelles, qui exige plus de transparence et plus d'approche open source sur ces sujets-là. Donc là, ce sont des tendances qui vont peser. À noter que du côté de l'engagement actionnarial, c'est assez contradictoire. Certains disent on va y aller, on va demander des résolutions, faire voter. Et en même temps, il y a eu des démarches aux États-Unis un peu en sens inverse récemment. Donc les pressions s'accélèrent, mais les PRI, qui étaient vraiment qui est l'organisation la plus représentative en la matière, qui s'est un peu endormie, disait-on, là prend des initiatives, notamment des initiatives d'exclusion. Donc ça bouge très fortement. Et pour clôturer sur le front des investisseurs et de la gouvernance, attention, en France, l'IFA, l'organisation des administrateurs, a développé sa raison d'être en ce sens pour dire vous devez, entreprise au plus haut niveau, créer de la valeur durable et vous intéresser au bien commun à long terme. C'est une révolution culturelle à sa manière, elle a de l'importance. Je termine un peu sur le quatrième point qui me paraît saillant dans l'actualité. C'est un certain nombre d'initiatives vues des acteurs de la société qui attirent un peu les acteurs, non pas sur il faut faire. On a dépassé largement cette tendance. C'est plus il faut faire, c'est comment on fait. Et le comment aujourd'hui est complexe. Alors, le Global Compact aujourd'hui a lancé une initiative très significative sur les CFO en disant maintenant, c'est pas simplement à vous, Sustainability Officer, à agir, mais c'est aux directions financières. Les ODD, on voit bien, sont mis à plus haut niveau dans les stratégies d'entreprise. Je cite Orange, Schneider, la FNOR a publié un guide dans ce domaine. Ce sont des évolutions intéressantes. À noter que on avait sur ce champ un peu de la durabilité un problème en Afrique avec la filière cacao. L'Europe a dit que ça suffit, ça va pas. Moi, je réunis les acteurs et comme il y a eu au départ sur l'huile de palme avec RSPO et autres, je prends une initiative dans ce domaine. C'est à saluer, c'est intéressant. De même que l'Europe a dit, la taxonomie ne peut pas être que économique, il faut qu'elle soit sociale. Do not harm. Ne pas nuire, est-il dit dans la taxonomie, eh bien, l'inflexion, là, est partie, on recherche. De même, très important, la décision qui a été prise au début de l'été sur la réouverture de la négociation ISO 26000. Alors, faut pas se fatiguer, il y en a pour 5 ans, au moins, mais bon, c'est parti. Et la France joue un rôle. Et la TCFD, donc, qui s'intéresse à la gouvernance en matière climat, demande à ce qu'on l'élargisse à la biodiversité.
Et il y a une initiative à saluer de la part de PE et en France, Hack for Nature, qui a mobilisé quand même des engagements, des acteurs et qui a remis le sujet biodiversité à son bon niveau. À noter deux, trois initiatives d'acteurs. La FNSEA a fait un peu sa déclaration sur la nécessité de remettre le climat dans la politique agricole. À partir du moment où on engage les négociations PAC, elle voulait être proactive, c'est fait. Et dans des domaines de ressources très importants, le cobalt et le nickel, ça bouge beaucoup, où là, les acteurs recherchent des moyens. Alors, Elon Musk dit, moi, je pourrais pas faire mes batteries si les producteurs de nickel ne s'y mettent pas mieux. Les producteurs de nickel disent, bah oui, mais on fait comment pour gérer l'environnement et faut nous payer, etc. Donc, il y a là des réflexions qui s'engagent, intéressantes et qui dépassent les attitudes un peu indifférentes des années passées. Alors, pour terminer sur une réflexion générale, un peu politique, on voit bien que tout ça met à l'épreuve les démarches, la capacité des acteurs, que ce soit les entreprises, que ce soit les États, que ce soit les acteurs prestataires, tous dans le jeu, à monter des accords de transformation, à être des facteurs d'échange, de réflexion et des contributeurs. Bon, la France a fait un geste qui est très, très significatif sur la question des pesticides en sortant au profit de la filière betteravière, un accord en disant vous avez 3 ans, vous devez travailler à la substitution, mais on vous empêche pas, on va pas vous tuer. Bon. Et donc ça, c'est une preuve de l'équilibre après grande discussion. Vous l'avez entendu dans les médias, mais cette histoire est extrêmement révélatrice de la manière dont on va pouvoir gérer les transitions en n'étant ni excessif d'un côté, ni passif de l'autre. C'est le même débat qui a lieu aujourd'hui sur l'éco-conditionnalité. On vous donne de l'argent, à vous, dans l'avion, dans l'automobile, mais il faut que vos engagements progressent et il faut qu'on aille plus loin. Donc, on sent que c'est autour de ça que s'organise, de ce donnant-donnant, ce win-win de la durabilité que s'organisent aujourd'hui les choses. On a pu voir dans le débat Veolia-Suez que, en revanche, là, la durabilité n'avait pas pesé beaucoup et au contraire, peut s'étonner très très largement. Du reste, les éditorialistes n'ont pas manqué de dire que cette affaire n'était pas très glorieuse pour le fameux capitalisme partie prenante qui est promu aujourd'hui. Je signale, beaucoup d'articles sont sortis sur ce sujet dans les Échos, dans la revue, ce mois-ci dans la revue d'Harvard. Bref, il y a des choses qui se passent, mais il y a encore des grands trous dans la raquette dans l'approche par les groupes de ces sujets. Et on peut voir que ce deal, je fais de la régulation et je passe des contrats, ben, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Mais il y a des initiatives. Je signale l'article, vous l'aurez dans les slides, vraiment intéressant, qui met en cause un peu, les économistes d'Harvard disent, vous avez fait la Business Roundtable a dit qu'il fallait changer, vous dites des choses, mais enfin, pour l'instant, on le voit pas bien dans les faits. Donc, c'est un message intéressant qui vient stimuler un peu ceci, rabattre un peu les illusions qu'on pouvait se faire. Bon, voilà un peu, si vous voulez, notre analyse. Et je termine en disant que l'arrivée au gouvernement d'une secrétaire d'État à l'économie responsable est intéressante, bien sûr, pour le côté prise en charge politique, mais parce que on commence à dire dans les sphères politiques, publiques, que ce n'est pas qu'une question d'entreprise responsable. Ça, c'était le temps de la RSE. Non, c'est l'économie générale qui doit être traitée. Entreprise et cadre de régulation. Et l'un et l'autre vont ensemble. Et ça, ce message-là, il est très important parce que la France qui va présider l'Union européenne en 2022 va mettre un certain nombre de ces sujets sur la table et donc commence et s'y prépare dès maintenant. Bon, c'est toute la réflexion aussi à Bruxelles sur le modèle européen. Il y a sur la table beaucoup de réformes, mais il y en a une qui manque, c'est le chapeau. C'est OK, on va changer vigilance, on va modifier la gouvernance, on va modifier la finance durable, mais au nom de quelle vision de l'entreprise européenne qu'on voudrait mettre? Est-ce qu'on va faire de la bureaucratie ou au contraire, on va faire de la transformation? On va aller vers ce côté. C'est pas clair, c'est pas aujourd'hui la discussion n'est pas très bonne sur ce terrain-là et
Pour terminer, vous voyez en ce moment une campagne que je salue de Lombard Odier, grand investisseur suisse, qui dit, c'est pas nouveau parce qu'ils sont très engagés depuis longtemps, mais qui dit, attention, rethink everything, il faut que vous repensiez vos modèles. Donc, on est bien là un peu plutôt dans un, je dirais, au bas de l'escalier, hein, mais quelques marches ont été franchies et il est probable hein, que ça va continuer. Alors, je voulais vous tracer un peu ces initiatives. C'est un peu l'exercice qu'on vous propose, c'est de sélectionner dans les tendances et chez les acteurs des choses qui nous paraissent avoir du sens. Voilà un peu comment nous les lisons. Nous en parlerons après à travers le chat et vous nous direz un peu vos remarques, voire des questions. Et chaque mois, on essaiera un peu de creuser ceci en ayant une vision 360. Et maintenant, je voudrais l'approfondir un peu en vertical, faire un peu un carottage dans la profondeur des comportements d'économie responsable, en demandant à Sylvain Guyoton, vice-président chargé de la recherche chez Ecovadis, de nous dire, au travers de son étude mondiale, qui maintenant se précise d'année en année, comment il voit les évolutions dans la chaîne de valeur des entreprises au travers de son étude, qui est passionnante et que je vous conseille de voir. C'est un des observatoires les plus intéressants de la situation. Merci de votre attention et on discutera, je l'espère, dans les minutes qui nous resteront avant la fin de ce webinaire. Merci. Sylvain, je te laisse donner le là. Oui, bonjour à tout le monde et merci à Ecolearn de nous donner la possibilité de présenter les grandes conclusions de cet indice. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez… Enfin, moi, je le vois. OK, les slides. Très bien. Alors, oui, l'objectif, c'est de présenter les résultats de ce qu'on appelle le Sustainability Risk and Performance Index 2020. Mais avant ça, je voulais simplement faire un rappel très rapide sur Ecovadis, parce que peut-être que parmi nos plus de 100 participants, tout le monde n'est pas au courant de ce qu'on fait exactement. Donc, on est une plateforme collaborative où on aide d'un côté les donneurs d'ordre à augmenter la transparence dans leur chaîne d'approvisionnement sur les aspects sociaux, environnementaux et éthiques. Et ce faisant, on évalue les fournisseurs de ces donneurs d'ordre. Aujourd'hui, on a à peu près 65 000 fournisseurs qui ont été évalués par Ecovadis, qui sont à 70-80% des PME dans près de 200 secteurs industriels différents et près de plus de 150 pays. Voilà, donc il y a 450 donneurs d'ordre qui sont engagés dans des programmes d'achat responsable et qui nous font confiance pour évaluer les fournisseurs. Et au fil des ans, on s'est aperçu qu'on était en fait, qu'on avait une base de données d'informations sur les performances des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement qui était vraiment très riche. Et on en a fait un index, un indice. Et cette année, on publie la 4e édition. Voilà, simplement un mot sur les achats responsables et sur la maîtrise des risques sociaux et environnementaux dans les supply chains. La maturité a monté. Il y a 10 ou 15 ans, le message c'était il n'y a pas de problème dans les supply chains. Ensuite, on a évolué vers un message qui était plus il y a un problème. Ensuite, les entreprises ont commencé à prendre le problème à bras-le-corps pour essayer de le résoudre. Et aujourd'hui, on est même un peu plus en avant, en tout cas pour les leaders, donneurs d'ordre qui ont mis en place les meilleures pratiques. C'est la chaîne de valeur peut être une source de création de valeur et pas seulement une source de risque ou de coût. Voilà. Donc, l'indice dont je voulais vous présenter les conclusions. Excusez-moi. L'indice dont je vous ai présenté les conclusions, c'est la 4e édition. C'est basé sur près de 65 000 évaluations dans 158 pays, 201 secteurs industriels. Voilà, on l'a ventilé en 5 grandes régions. On fait aussi une différence entre les grandes entreprises et les PME. Voilà, et ça concerne plus de 41 000 entreprises au total. Ici, vous avez un résumé de l'évaluation des scores. Alors, chaque entreprise est notée de 0 à 100 sur l'environnement, le social, l'éthique et sur la manière dont elle gère ses propres fournisseurs. Ici, vous avez la moyenne.
mondial est de 40,6. Il y a un léger retrait par rapport à l'année dernière, mais sur les 4 dernières années, il y a une tendance, il y a une progression évidente que je vais vous montrer dans le slide prochain. Et là, vous avez par région les scores et les augmentations par rapport aux années précédentes. Donc, la moyenne globale, elle est aux alentours de 41. En Europe, on est plus aux alentours de 52. Donc, comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur une échelle qui va de 0 à 100. Ceci étant dit, il y a des progrès qui ont été faits. Et ici, vous avez une autre manière de voir les résultats, c'est la distribution des scores année par année. Et en fait, si vous pouvez discerner les différentes années, vous verrez qu'il y a un déplacement de la distribution des scores vers la droite. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont au-delà du score de 45 qu'on considère être la zone dans laquelle on sort de la zone à risque, on va dire. Voilà. Donc, en 2019, il y a 57,1% des entreprises qui sont au-delà de la zone des 45, alors qu'en 2018, il n'y en avait que 50,7%. Donc, il y a quand même un déplacement assez important vers la zone à non-risque. Ceci étant dit, vous pouvez noter qu'il reste quand même 43% des entreprises qui sont dans une rôle partiellement à risque ou alors à fort risque. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire, comme je le disais. On peut aussi faire un zoom sur la France. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, la moyenne sur l'Europe, c'était à peu près 52. La France est clairement en avance par rapport aux autres pays de l'Union européenne et puis globalement sur le monde. C'est quelque chose sur lequel on revient tous les 2 ans dans le cadre d'une étude avec le médiateur des entreprises. Mais je pensais que c'était intéressant aussi de le noter aujourd'hui dans le cadre de cet indice. Voilà, c'est 56,4 pour les grandes entreprises, 53 pour les PME. Et je crois que c'est le résultat d'un écosystème en France, d'un contexte réglementaire riche, d'un écosystème, d'une société civile qui est très active. Et la présentation de Patrick tout à l'heure en était encore une illustration. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de débats, mais il n'y a pas que des débats, il y a aussi des actions. Et c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises françaises sont quand même en avance sur ce sujet de la RSE. Voilà, quand on regarde thème par thème, donc là sur la gauche, vous avez la note globale, c'est celle dont je parlais à l'instant. Vous voyez que sur tous les thèmes, environnement, social et éthique, on monte progressivement. Donc, ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que les progressions sont lentes. On est passé de 44 à 47,5 en moyenne sur l'environnement, ce qui est globalement énorme parce que c'est sur des dizaines de milliers d'entreprises. Mais ça reste quand même 3,5 points sur une échelle de 0 à 100, ça reste limité. Donc, il y a des progressions, mais elles sont lentes et il y a encore beaucoup de travail à faire. On a vu sur l'aspect social et droits de l'homme un pic de progression entre 2018 et 2019 et on pense que c'est lié à la pression réglementaire qu'il y a sur les donneurs d'ordre, sur les aspects due diligence sur les problématiques de droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, il y a notamment le devoir de vigilance en France, il y a le Modern Slavery Act en Angleterre, il y a des lois comparables un peu dans beaucoup d'autres pays, et donc ça a mis une pression supplémentaire sur les donneurs d'ordre pour se pencher sur les problématiques droits de l'homme et dans les chaînes d'approvisionnement. Et je pense que d'une certaine manière, la progression des fournisseurs sur ce sujet est liée en partie à cette pression réglementaire grandissante. Voilà. Le thème qui est le moins bien traité, c'est l'éthique des affaires, qui est souvent considéré par les entreprises comme un sujet purement réglementaire et pas forcément comme un sujet de management, alors qu'il y a matière à mettre en place des actions et de management qui permettent de prévenir, de minimiser et d'éviter ce genre de risques. Voilà, mais il y a quand même des progressions qui sont notables. Dernier point, je voulais faire un zoom sur le thème achat responsable, c'est-à-dire qu'est-ce que font les entreprises voilà, pour maîtriser les risques sociaux et environnementaux dans la supply chain. Là, on a regardé simplement les grandes entreprises
en Europe, on va dire. Ce thème monte, c'est ce que je viens de dire, il y a une pression réglementaire, donc les entreprises deviennent beaucoup plus matures. C'est ce que je disais aussi en début de présentation, elles sont passées d'un syndrome il n'y a pas de problème à il y a des problèmes, il faut les régler et c'est aussi une source de valeur. Donc on voit les notes sur l'achat responsable des différents pays monter, avec en tête la France, la Finlande, la Suède. Et puis la dernière ligne en bas, c'est la moyenne mondiale. Donc on voit que les entreprises européennes sont en avance sur les achats responsables, mais même message que tout à l'heure, il y a encore beaucoup de progrès à faire parce qu'on est sur une moyenne de entre 45, 50, 55. Voilà. Donc je pense que pour conclure, que la directive européenne qui est en préparation sur on va dire le devoir de vigilance, mais pour le moment, on parle de Human Rights Due Diligence. Cette directive qui sera portée par le commissionnaire à la justice Didier Reynders et qui sera proposée l'année prochaine, je pense qu'elle va inciter encore plus les donneurs d'ordre européens à améliorer, à mettre en place leur programme d'achat responsable. Et je pense que ça va participer à faire monter ce score, mais aussi celui des fournisseurs. Voilà. Donc, évidemment, comme disait Patrick, la question c'est de quelle manière cette directive va être mise en place. Est-ce que si c'est fait de manière intelligente, ça apportera de la valeur pour les donneurs d'ordre, pour les fournisseurs et pour l'ensemble de la société? Si ce n'est pas forcément fait de manière intelligente ou bien fait, ça sera simplement une couche supplémentaire de bureaucratie et là, on sera dans la situation inverse. Voilà, donc je voulais conclure en disant que voilà, c'était un aperçu très rapide des résultats de l'étude. Vous avez accès sur ces liens et sur le site Ecovadis à l'ensemble des détails de l'étude et il y a même un outil en ligne où vous pouvez voilà, zoomer sur un secteur, un pays, une taille d'entreprise sur les différents scores. Et si vous avez des questions plus détaillées, je serai ravi d'y répondre dans la dernière partie du webinaire. Sylvain, si tu m'autorises à te poser la première question, il y a une pression que j'ai pas voulu évoquer pour la garder pour ce débat, qui est la pression sur la chaîne de valeur à travers le fonctionnement en Chine et plus particulièrement au nord de la Chine d'activités industrielles qui seraient liées à la répression en cours sur la population ouïghour. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur la situation chinoise et voir le focus sur des tensions qui sont signalées fortement, que vous pouvez voir, regarder, observer dans l'indice. Qu'en est-il? Alors, c'est un sujet et une problématique qu'on suit évidemment, mais pour pouvoir l'intégrer dans les évaluations des fournisseurs, il faut qu'on ait accès à des informations étayées et argumentées des parties prenantes, les ONG en l'occurrence. Donc, on sait qu'il y a un problème. On a identifié les fournisseurs qui travaillent dans ces zones comme étant à risque, mais la note ne sera pas impactée tant qu'on n'aura pas des informations tangibles qui viennent des parties prenantes et qui font état éventuellement de problèmes de droits de l'homme. Et c'est la même chose dans toutes les autres régions du monde où il y a des risques accrus en termes de droits de l'homme. On ne peut pas, en premier lieu, évidemment, on considère que le conseil est plus à risque, mais on ne peut pas impacter la note tant qu'on n'a pas des informations qui avèrent qu'il y a eu des abus en termes de droits de l'homme. Donc, voilà, donc on dépend des informations qui sont communiquées par les ONG. Et le challenge, c'est que ces ONG ont aussi du mal, elles, à opérer sur place ou même à distance. Voilà, donc en ce qui nous concerne, c'est quelque chose qu'on suit, mais le challenge, c'est l'accès à l'information pour pouvoir avoir des conclusions qui sont étayées. La matérialité des faits. Antoine, est-ce qu'on peut prendre des questions et préciser un certain nombre de choses? Nous n'avons pas épuisé l'actualité récente à travers ce panorama et ce focus de Sylvain, mais peut-être pouvons-nous reprendre la discussion sur les questions des participants?
Tout à fait. Merci Patrick et bonjour à tous. Je suis Antoine à la régie technique du webinar. Sylvain, je viens de vous partager dans le chat une question qui vous est directement adressée. Peut-être pouvez-vous reprendre par celle-ci. Alors, là, il y a une question effectivement sur une corrélation entre les entreprises qui font de la RSE et la baisse de leurs émissions de CO2. Donc, oui, les entreprises qui sont bien notées dans notre base de données, elles le sont aussi quand elles considèrent que c'est un problématique matérielle, mais le CO2 est pratiquement activé dans tous les secteurs. Elles le sont aussi sur le CO2. Voilà. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elles se sont concentrées dans un premier temps sur, on va dire, leur périmètre sur le scope 1 et le scope 2, et que ce qui est largement non adressé, c'est le scope 3, c'est-à-dire les émissions en amont de la chaîne de valeur ou en aval. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé, nous, un module pour inciter les fournisseurs à progresser sur ce sujet et pour que les donneurs d'ordre puissent avoir des informations plus précises sur le scope 3. Patrick parlait tout à l'heure du projet de taxe carbone aux frontières. Aujourd'hui, je pense que dans l'état actuel des choses, c'est irréalisable parce que la maturité des fournisseurs à rendre compte sur leurs émissions de carbone est très basse. Et donc, a fortiori, les donneurs d'ordre ont très peu d'informations sur leur scope 3. Donc, je pense qu'il faut passer par une phase intermédiaire où les fournisseurs dans les chaînes d'approvisionnement, y compris ceux en dehors de l'Union européenne, vont monter en maturité, être capables de rendre compte sur leurs émissions de carbone. Et ensuite, on pourra avoir une vision un petit peu plus précise de là où sont les hotspots en termes de carbone et, le cas échéant, mettre en place un mécanisme d'incitation fiscale pour rediriger les flux d'approvisionnement vers les fournisseurs les plus vertueux. Mais pour le moment, c'est encore trop tôt, je pense. Là, je dirais qu'il y a un débat qui est très, très important de la faisabilité technique de cette taxe aux frontières. C'est un sujet éminemment politique, éminemment essentiel. Sylvain, peut-être que, comme le disent les experts, je renvoie aux études de I4CE ou de Carbone 4 ou d'autres, voire de l'IDRI aussi qui réfléchit à tout ça. On a quelques think tanks qui ont commencé à se poser là-dessus, pour ceux que ça intéresse. Si on se contente de prendre la composition de la source d'énergie du fournisseur là où il est, et de voir un peu comment son mix énergétique évolue. Ce qu'il peut savoir, c'est la facture d'électricité, elle est de quelle origine. On peut commencer par là. Hein. C'est peut-être pas, on n'aura pas une vision très complète. On fait des choses un peu à la louche, mais ne serait-ce que l'origine de l'énergie qui a servi aux produits qu'on importe est un indicateur. Sylvain. Oui, non, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut d'abord les inciter quand même à monter en maturité sur la manière de rendre compte. Je pense à un mécanisme qui a fait ses preuves pour les achats de services auprès des ESAT et de l'emploi des personnes handicapées. On pourrait avoir une incitation fiscale pour les donneurs d'ordre à contractualiser avec des fournisseurs qui se sont engagés de manière tangible à réduire leurs émissions dans un premier temps. Par exemple, SBTI, ou d'autres. Il y a des initiatives aussi pour les PME pour formaliser leurs objectifs en termes de réduction. Donc, travailler avec des fournisseurs qui se sont engagés à réduire leurs émissions et donc ensuite, ça les enclenche dans un mouvement vertueux qui va faire qu'elles vont monter en maturité et vont être capables de rendre compte. Et l'objectif, c'est qu'elles puissent rendre compte au niveau produit. Parce que pas seulement sur leur mix énergétique global au niveau entreprise, parce qu'il peut y avoir des différences énormes entre les produits qu'elles proposent. Oui, grand sujet. Y a-t-il d'autres questions que nous pourrions prendre, Antoine, dans le laps de temps qui nous reste? Et je dirais un petit mot de conclusion sur une actualité chaude. Y a-t-il une question? Oui. Alors, je peux vous partager une question de Julien Dupuis, Oui. à laquelle vous pourrez répondre tous les deux. Julien Dupuis nous écrit: vous indiquez ne pas mettre en œuvre de principe de précaution sur les fournisseurs.
Cela laisserait entendre que tant que les entreprises, les États ou autres organisations réussissent à cacher leur malveillance, ils sont bien notés. Donc vive la Chine et la Corée du Nord, point d'interrogation. Alors, je pense pas avoir dit qu'on met pas en place un principe de précaution. Au contraire, quand on évalue bien au contraire, quand on évalue les entreprises, les fournisseurs dans des zones à risque, déjà on leur demande beaucoup plus de garanties, et deuxièmement, on ne va pas leur créditer des points tant qu'elles n'auront pas fait preuve de choses tangibles. Voilà. Donc on leur demande ce qu'elles font pour maîtriser un certain nombre de risques, ce qu'elles font pour améliorer un certain nombre de problèmes, et il faut qu'elles apportent des preuves pour pouvoir avoir les points. Voilà. En revanche, quand il s'agit d'accidents, il faut que nous aussi, ou d'accidents ou d'abus, il faut aussi que nous, on ait des preuves de la part des ONG. Voilà. Donc, de la même manière qu'on demande aux entreprises d'apporter des preuves pour monter leurs notes, on demande aussi aux parties prenantes d'apporter des preuves par rapport aux abus en termes de droits de l'homme. Voilà. Et aujourd'hui, il y en a. Et sur la problématique dont on parlait tout à l'heure, on a déjà des rapports étayés qui impactent les notes des fournisseurs concernés. Voilà. Mais cette évaluation, elle prend en compte les informations des parties de l'entreprise, évidemment, elle prend en compte les informations des tiers de la profession, les auditeurs, les labellisateurs, elle prend en compte l'information des parties prenantes, mais encore une fois, il faut que ces trois types d'informations soient étayées par des preuves. Voilà. Très bien. Simplement un petit mot pour ajouter qui va nous occuper fortement dans les mois, années qui viennent à propos de cette question. On voit bien, alors je ne sais pas si Monsieur Dupuis parle de prévention, des démarches de prévention, à distinguer des démarches de précaution, c'est pas la même chose, mais tout ça pour dire, dans le prolongement de l'explication de Sylvain Guilloton, on va avoir, plus on demande d'informations, plus on demande de suivi, plus on demande de transparence aux entreprises pour pouvoir étalonner leurs pratiques et donc en tirer les conséquences. C'est ça le sens de l'histoire, les conséquences par le consommateur, par l'investisseur, par le régulateur. Cela suppose que la gestion des datas et la fabrication de ces datas, bien sûr, repose sur un système qu'on croyait être jusqu'à maintenant un système d'information libre et pur et dur, certifié même dans beaucoup de cas. On est dans un monde où l'information est de plus en plus manipulée. C'est un des débats très fondamentaux aujourd'hui, lié notamment à l'univers des GAFAM. Et là, on va avoir, en termes de développement durable, une tension très vive, c'est quelle est la force, la qualité, la robustesse des informations qui sont données, comment on peut... Alors, je crois que ça a coupé. Antoine, tu confirmes? Oui. Oui, je pense que c'est au niveau de la connexion de Patrick. Attendons de voir si elle se rétablit. Mis sur la table déjà depuis quelques mois, puisqu'elle produit ce qu'on appelle un contrôle social des entreprises, elle diffuse extra-financière. C'est un des grands sujets qui va se poser à nous, c'est être sûr que toute la data que l'on va mettre dans le suivi des politiques de développement durable reposera sur la fiabilité indispensable à la crédibilité du système. C'est au cœur de la réflexion des acteurs, notamment en Europe. Non, je suis d'accord, voilà, Patrick. un petit peu, Là, sauf si... Oui. juste un point. Non, je suis d'accord sur le fait que la désinformation qui était voilà, dans le monde politique, aujourd'hui, on la retrouve dans le monde économique. Et c'est un challenge, effectivement, pour mesurer les performances en termes de développement durable. Donc, c'est pour ça que d'autant plus, on doit faire attention et exiger de part et d'autre des preuves et des informations tangibles. Et il y avait une dernière question sur l'accompagnement des fournisseurs, là que je vois dans le chat, à faire évoluer. Je pense que effectivement, les donneurs d'ordre aujourd'hui, les meilleurs, accompagnent leurs fournisseurs pour les faire monter en maturité sur les aspects RSE. Mais il y a encore beaucoup de donneurs d'ordre qui ont une approche un peu tick the box et qui a été renforcée d'une certaine manière par la loi sur le devoir de vigilance en France, qui était quand même assez à minima. Et c'est peut-être une leçon à prendre en compte pour la directive européenne, c'est pas simplement d'essayer
tick the box, comme on dit, mais d'essayer que cette loi fasse monter vers le haut, en termes de responsabilité sociale et environnementale, les acteurs dans les chaînes d'approvisionnement. Bien sûr. On peut voir, dernière information d'actualité, dans une étude qui est sortie, dont les échos sont fait un peu le relais récemment, que les marques qui depuis 2-3 mois, dans le contexte du confinement, ici et là, ont agi en termes de proximité, de services, d'utilité sociale et autres, ont marqué des points. C'est une étude intéressante que je vous signale. L'engagement des marques aujourd'hui est un peu plus reconnu par l'opinion qui y est sensible. Et il y a un certain nombre de distributeurs, sans tous les citer, qui ont marqué des scores aujourd'hui de préférence supérieurs en raison de leur engagement dans la crise sanitaire, dans la pandémie actuelle. Et donc, ça va dans le sens, si vous voulez, de la pression du public qui est de plus en plus significative sur ce sujet. Je pense que à côté des investisseurs, on a là une montée de la pression consommateur qui est significative. Voilà, mesdames, messieurs, vraiment, on est heureux de pouvoir se donner rendez-vous comme ça ensemble chaque mois, si ça vous intéresse, on l'espère, apprendre à partager un peu cette actualité, à la décoder, à trier avec à chaque fois un invité de marque qui nous apportera de l'information pointue, matérielle, et qui fait réfléchir et qui nous stimule dans les progrès dont nous avons la charge dans les entreprises et ici et là dans l'économie. Donc, rendez-vous le mois prochain sur notre webinaire d'actualité de l'économie responsable que Ecolearn est heureux de vous proposer en appui de ces programmes de formation que vous connaissez, des masterclass et également des produits e-learning qui sont aujourd'hui à votre disposition. Nous en avons sorti un premier qui est assez fondamental puisqu'il explique ce qu'est l'entreprise durable et bientôt vous aurez pour les managers, ce qu'on appelle le manager durable, un programme là aussi certifié par Centrale Supélec Exed, notre partenaire académique, qui permet de vous donner des repères et des connaissances et des outils de comportement qui sont solides et efficaces. Nous sommes à votre disposition, on vous enverra nos documentations, bien sûr, et on aura toujours plaisir, je pense, Ecovadis, nous-mêmes, à dialoguer avec vous et à vous retrouver. Au revoir, bonne journée et merci de votre attention. Merci. Merci Sylvain. Merci Patrick. Merci Antoine. Merci à vous, merci à tous les participants, participantes. Nous reviendrons bientôt. On a tenu nos 45 minutes, nous y tenions. Merci.